Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de Formidable l'émission qui met les questions de pédagogie au cœur du débat. Déjà, nous voulons vous souhaiter une très belle année et on est heureux de démarrer ce mois de janvier avec vous, qu'on espère riche en projets de formation. Et on voulait également vous remercier de vos contributions pour la Super Innovation Battle que l'on découvrira au cours de l'émission. Ouais, excellent. Super proposition. Alors aujourd'hui, avec Lucas, on va aborder la question de l'individualisation des apprentissages dans les formations collectives. On a choisi de traiter la notion d'individualisation au sens large, à savoir l'individualisation de la formation, mais également la personnalisation de l'apprentissage. Ces notions renvoient à des expressions très variées, comme apprenant, acteur de la formation, ou alors formation centrée sur l'apprenant, autonomie, réflexivité. On pourrait en citer plein d'autres, liberté de choix, enfin voilà, il y a plein de notions qui recouvrent individualisation et personnalisation. Et aujourd'hui, pourquoi on a choisi ce thème-là? C'est parce que pour nous, l'individualisation et la personnalisation en formation sont de plus en plus courantes car elles permettent de mieux répondre aux besoins des stagiaires, de favoriser leur engagement et donc leur réussite. Elles sont également importantes pour permettre aux stagiaires de suivre un parcours de formation adapté à ses besoins et à ses capacités. Donc, il nous semble, Lucas, qu'un des enjeux de la formation, et je ne parle pas là que de FMD, mais des formations dans toutes les modalités qui peuvent exister, que l'enjeu, donc, ce serait plutôt d'individualiser les parcours et de personnaliser les formations. C'est ce qu'on va essayer de traiter, de débroussailler aujourd'hui dans cette émission. En effet, bonjour à tous, bonjour à toutes. En effet, le sujet finalement, c'est de se dire, quand on est dans un groupe de formation, comment est-ce qu'on apprend chacun? Et nous, en tant que concepteurs, en tant que formateurs, comment est-ce qu'on s'assure ou comment est-ce qu'on essaye de réunir toutes les conditions pour que chacun apprenne au mieux? Et on sait qu'on n'apprend pas tous de la même façon, ni au même rythme, ni selon les mêmes modalités. Et donc, il y a deux niveaux auxquels on peut intervenir, nous, en tant que concepteurs, en tant que formateurs. C'est le niveau macro, quand on construit des parcours. Est-ce qu'on peut individualiser finalement le chemin des uns et des autres au travers d'un parcours qui est conçu a priori pour tout le monde? Et donc là, on va se poser la question en termes d'autopositionnement, en termes d'orientation vers certains modules plutôt que d'autres, par exemple, j'y reviendrai. Et puis évidemment, on peut se poser la question aussi au niveau d'une séquence de formation, quelle qu'elle soit, pour se dire qu'est-ce qui favorise à l'intérieur de ces différentes séquences le fait que chacun apprenne le mieux possible au travers de cette formation. Donc voilà un peu les défis qu'on a à relever, et en tout cas ceux qu'on a envie de traiter avec vous au cours de cette heure ce matin. Et voilà, quoi. Alors, petit rappel, vous savez que ce Formidable émission, c'est une émission interactive. Donc, on compte sur vous pour interagir avec nous parler dans le chat. On fera le nécessaire avec Lucas pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas et soyez prêts à réagir, notamment avec notre première séquence. Telle est la question. Alors, pour démarrer, comme d'habitude, finalement, on va faire un petit sondage que je lance immédiatement, qui est là. Et vous allez donc, les uns et les autres, répondre à la question suivante. Pour vous, l'individualisation des apprentissages, c'est quoi? C'est une pratique quotidienne, vous faites ça tous les jours, c'est là, chevillé au corps, quelle que soit la formation que vous concevez. C'est une tendance séduisante qui nous pousse à progresser. C'est une obligation dans ce monde individualiste, où tout le monde raisonne pour soi-même et donc l'apprentissage suit le mouvement. Ou est-ce que c'est une certitude finalement d'organismes de formation qui ont les moyens, quoi. C'est-à-dire qu'on peut individualiser quand on est riche, et donc ça devient une conviction ou une certitude, alors que pour d'autres, c'est pas si simple. On lit vos réponses. Ça progresse. Ouais. Peut-être que le temps que tout le monde réponde, ouais. On peut
peut-être proposer à Michel, qui est dans l'Est de la France, de nous retrouver et peut-être de nous faire part de ton expertise, Michel, sur le sujet, de ce que tu peux constater sur le terrain. Quelles sont les tendances en matière d'individualisation des apprentissages que tu constates? Oui, bonjour à tous. Disons que dans l'absolu, quand on donne la parole aux apprenants et qu'on répond à leurs questions, on fait déjà un premier pas vers l'individualisation de l'apprentissage. Mais bien évidemment, on peut aller plus loin par la conception de dispositifs qui favorisent les situations, la prise en compte des situations propres à chaque stagiaire. On peut adapter les contenus, on aménage le déroulement, le rythme ou les modalités d'accompagnement, par exemple. Ce qu'on retrouve dans les dossiers de formation, c'est notamment la prise en compte des préacquis ou la prise en compte des filières, des territoires, des modes de production des participants, et on adapte le contenu à leur situation. On peut bien évidemment exploiter le recueil préalable des besoins ou des attentes des stagiaires et adapter les contenus. Ça se fait également par des exercices d'application qu'on adapte ou des séances de réactivation qui intègrent les interrogations qu'avaient les stagiaires. Et puis, en allant plus loin, on peut aussi mettre en application les acquis de la formation en intégrant les projets des apprenants eux-mêmes sur leurs exploitations. Et puis, concernant le contenu, il y a aussi tout un travail qui est fait par les organismes de formation sur les supports qui, pour de mêmes notions, peuvent être de nature variée. On peut avoir des vidéos qui complètent des podcasts ou des cours illustrés, des infographies, etc. L'idée, c'est d'améliorer la pédagogie et de fournir aux stagiaires des solutions qui correspondent le mieux à leur technique d'apprentissage. Au-delà des contenus, ce qu'on constate aussi, c'est une adaptation des rythmes. Alors, dès qu'on met en œuvre des FMD, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, on permet déjà d'individualiser les conditions d'apprentissage. On n'est pas tous ensemble, au même endroit et au même moment. L'asynchrone permet d'aller encore plus loin parce que le stagiaire peut adapter le rythme de suivi de la formation à ses propres disponibilités vis-à-vis des travaux qu'il peut avoir sur sa ferme ou vis-à-vis de ses activités individuelles ou familiales. La mise à disposition de supports comme des vidéos, par exemple, ou même d'autres supports mis à disposition en ligne, permet aussi aux stagiaires d'adapter le rythme en faisant pause, en revenant en arrière, en prenant plus de temps peut-être pour des notions qui lui sont inconnues, passer plus de temps à faire des exercices, morceler peut-être davantage les séquences de travail. À l'inverse, quelqu'un qui serait déjà plus à l'aise avec les notions abordées pourrait aller plus rapidement. Ce sont des adaptations qui sont plus difficiles à réaliser en présentiel, par exemple. Ensuite, on adapte le rythme aussi, par exemple, au cycle culturel. Quand on veut mettre en place une nouvelle culture, c'est étaler la formation tout au long de l'itinéraire technique pour permettre aux stagiaires de revenir progressivement avec les différentes questions que pose la mise en œuvre des acquis. Et ça permet un meilleur retour d'expérience. Ensuite, pendant les formations collectives, on peut aussi induire des temps dédiés à l'appropriation où chacun peut se positionner par rapport à sa propre pratique ou ses propres projets. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en débordant le cadre strict des FMD, on peut aussi imaginer des parcours de formation individualisés où tous les stagiaires ne suivent pas forcément l'intégralité des modules. Et puis ensuite, autour de la formation elle-même, on peut imaginer une animation ou un accompagnement qui puisse s'adapter, par exemple par des petits groupes. Si on arrive à faire des formations en plus petit nombre, on arrive plus facilement à accompagner les stagiaires, ou tout ce qui est autour de l'accompagnement pédagogique des FMD permet aussi aux formateurs de contextualiser peut-être individuellement davantage les savoirs abordés. Et puis, certains mettent en place aussi des groupes d'échange entre stagiaires autour des formations par des groupes, soit Facebook, soit WhatsApp ou autres, qui permettent aux stagiaires d'échanger entre eux aussi et de revenir auprès du groupe avec leurs propres interrogations. Voilà un peu différents exemples qu'on peut retrouver dans les formations qui sont proposées aujourd'hui.
Merci Michel, c'est intéressant parce qu'on voit quand même la variété de possibilités et que aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se font sur le terrain de ce que tu as pu repérer en réel en fait. Oui, absolument. En fait, un panorama très large de possibilités. Ouais. Ouais. Est-ce que ça reflète notre réponse au sondage? Donc, on va partager les résultats du sondage et donc vous voyez, comme moi à l'écran, que c'est une pratique quotidienne pour 18% d'entre vous, une tendance séduisante qui pousse à progresser pour 53%, 0% dans l'obligation dans ce monde individualiste et une certitude d'organisation, j'y arrive pas décidément, d'organismes de formation qui en ont les moyens. Moi, je trouverais intéressant d'entendre à la fois quelqu'un qui nous explique pourquoi c'est une tendance qui pousse à progresser. Donc, si quelqu'un a répondu ça, et donc mécaniquement, beaucoup de gens ont répondu ça. Donc, ce serait intéressant d'avoir un témoignage audio là-dessus. Et puis, peut-être aussi une personne qui nous dit que c'est une certitude d'OF qui en ont les moyens. Là aussi, ce serait intéressant d'avoir un deuxième témoignage. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer, mais c'est avec plaisir. Ouvrez vos micros ou écrivez-nous dans le chat. On attend vos réactions. Pas de réaction. Non. Pas de réaction. Ok. Bon, en fait, c'est quand même intéressant. Le résultat du sondage est intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que le témoignage de Michel, de ce point de vue, est très éloquent. C'est qu'il y a beaucoup de façons d'individualiser. Donc, on voit bien comment c'est un sujet qui, à la fois, présente un défi important et en même temps qu'on peut saisir à différentes mailles avec un niveau d'ambition assez adaptable aux situations. Et je vois bien comment ça peut devenir du coup une posture pour certains quand on le pose un peu trop loin. En tout cas, ça peut être ressenti comme tel, une posture, une certitude, quelque chose qui dit « Ah ben moi, je fais rien sans individualiser, etc. » Et c'est vrai que ça suppose quand même, si on veut aller au bout de la démarche, d'avoir beaucoup de temps à y consacrer et beaucoup de moyens à y consacrer et que ça va pas de soi non plus, quoi. Ça se fait pas en un claquement de doigts. On a d'ailleurs la réaction de VL qui dit qui fait des formations sur mesure pour des groupes, mais cela paraît difficile de passer le cap supplémentaire de l'individualisation. On va essayer de donner un peu des billes progressivement. Merci de la réaction. Il faut distinguer conception et animation. Oui, absolument. Là-dessus, Marc, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on peut complètement individualiser les choses au niveau de la conception, au niveau le plus macro. Par exemple, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure avec des autodiagnostics et éventuellement une orientation qui est faite sur du coup les modules à suivre, etc. ou pas. On peut imaginer quelque chose comme ça. Mais on peut aussi l'avoir à un niveau beaucoup plus fin dans la pratique de l'animation de chacun, en veillant par exemple à faire en sorte que chacun puisse s'exprimer sur tel ou tel sujet, qu'on se laisse du temps pour s'approprier quelques notions dans une formation classique, j'allais dire, en groupe et en salle, de façon à s'assurer que chacun s'approprie bien les contenus qui sont présentés par les uns et les autres, quelles qu'en soient les modalités d'ailleurs. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi ce que Learn Fiction nous apprend. Alors, vous le savez, notre parti pris là pour Formidable l'émission, c'est de prendre Learn Fiction comme fil rouge de nos émissions pour cette saison. Juste en 2 mots, Learn Fiction, pour rappel, c'est un jeu qu'on a créé avec Mathieu Bauer, l'acolyte de Lucas, et Vivea. C'est un jeu qui s'adresse aux concepteurs pédagogiques qui souhaitent varier puis surtout dynamiser leur formation. Et donc, dans nos émissions, on s'attache à utiliser nos super cartes ressources, nos cartes activités pour réinjecter un peu de contenu dans les notions qu'on aborde lors de nos émissions. Si vous n'y avez pas joué, pas d'inquiétude. On met à chaque fois les ressources, je les mettrai sur notre espace Teams pour que vous puissiez aller jeter un œil sur le matériel du jeu et que vous puissiez voir un petit peu de quoi il retourne. Absolument. Ok. Du coup, moi je voudrais faire un petit lien en effet entre ce sujet-ci et puis les différentes cartes qu'on a choisies pour illustrer donc la personnalisation des apprentissages avec Learn Fiction. La première chose que je voudrais dire, c'est que pour évaluer une partie, quand en fait les joueurs jouent et qu'on évalue les parties, qu'on détermine un vainqueur,
Eh bien, un des critères qu'on utilise, c'est la personnalisation. Et on a cette carte, voilà, exactement. On a cette carte dédiée pour dire qu'un dispositif est bien individualisé, qui s'adresse bien à chacun des apprenants à l'intérieur d'un groupe. Et donc ça constitue un des critères de victoire. C'est pour dire à quel point on considère que cette problématique est importante quand on fait de la conception de formation. Et au-delà, donc maintenant si on en vient au détail, il y a 3 cartes que j'ai décidé de mettre en lumière sur ce sujet. Et la première carte, c'est la carte questionnaire que vous avez ici, et questionnaire sous l'angle de auto-positionnement, de test d'auto-positionnement ou de test de positionnement d'ailleurs, qui peut porter sur plusieurs objets. En fait, qu'est-ce qu'on peut évaluer? On peut évaluer ou s'auto-évaluer sur ses compétences. Quelles sont les compétences qu'on a déjà et qui éventuellement sont des compétences qui sont inscrites au référentiel de la formation qu'on s'apprête à suivre. Et donc finalement, si on a déjà ces compétences de manière éprouvée, de manière testée au travers notamment ici d'un test d'autopositionnement, eh bien on peut imaginer que certaines de ces compétences, on puisse faire l'impasse dessus dans la manière dont on va individuellement naviguer à l'intérieur du parcours. Donc ça, c'est une première chose, les compétences, mais on pourrait avoir exactement le même type de raisonnement autour de l'expérience ou des expériences qu'on a déjà connues. Et le fait d'avoir déjà pratiqué tel ou tel sujet pendant longtemps, même si on ne le catégorise pas ou on ne le caractérise pas directement en termes de compétences, notre expérience est quelque chose à prendre en considération pour voir si telle ou telle dimension du parcours de formation nous est indispensable ou pas. Et puis, troisième chose qu'on peut essayer de mettre sous test, on pourrait dire, ce sont les préférences d'apprentissage. Finalement, est-ce que j'apprends mieux en groupe? Est-ce que j'apprends mieux seul? Est-ce que j'apprends mieux en synchrone, en asynchrone? On revient aux questions qu'on a déjà traitées au cours des 2 premiers épisodes, que sont à la fois la variété, le rythme des modalités pédagogiques. Mais voilà, ça c'est 3 éléments, compétences, expériences, préférences d'apprentissage, qui sont très riches à tester en amont d'un parcours de formation pour voir si, en effet, on a besoin de tout suivre ou est-ce qu'il faudrait mieux consacrer le temps qu'on a de manière optimale aux sujets sur lesquels on a le plus à apprendre. Voilà. Donc ça, c'est une première manière d'individualiser fortement et qui renvoie à une question d'ingénierie de formation, d'ingénierie de parcours et pas d'ingénierie pédagogique. Maintenant, si on descend d'un cran, justement, et qu'on se pose la question au niveau de l'ingénierie pédagogique, il y a 2 cartes que je voudrais vous montrer. La première, c'est celle de la réflexivité, ici, où là, tout le sujet, c'est de prendre du recul et de prendre un temps pour analyser, réfléchir à ce qui nous a été présenté et à la manière dont on peut faire le lien avec ses propres activités et avec ses propres besoins en termes de développement de connaissances ou de compétences. Donc là, vraiment, c'est le temps qu'on va avoir pour soi, en fin de formation, par exemple, pour établir son plan d'action ou sa feuille de route, une fois qu'on a vu tout ce qui nous a été présenté, et rendre les choses aussi opérationnelles que possible. Ça peut être simplement le temps qu'on utilise à faire une petite synthèse d'une lecture qu'on vient de faire en se disant finalement quels sont les points clés pour moi, qu'est-ce que j'ai retenu, et de bien se noter ces points clés. Ça peut être un moment aussi où on va échanger autour de ces points clés avec ses pairs pour voir si la réflexivité des autres ne peut pas m'être utile pour enrichir la mienne, etc. En tout état de cause, c'est vraiment cette logique de prise de recul, de réflexion et d'appropriation, au sens noble du terme, des contenus au travers d'un temps qui nous est laissé et d'un travail qu'on peut faire pour essayer de transformer ces connaissances en savoir. Voilà, et puis la 3e carte que je voulais vous montrer, justement, elle est beaucoup plus tournée vers les autres. Et c'est donc la carte feedback, sous quelque forme que ce soit des feedbacks collectifs ou que ce soit des feedbacks individuels. Tout l'enjeu, c'est de dire, par exemple, que lorsque je travaille sur mon cas réel en formation et qu'on est plusieurs à travailler dessus, eh bien, le moment où je présente mon cas, par exemple, je vais avoir des retours, je vais avoir des questions, je vais avoir des interrogations qui vont me pousser à regarder mon cas
mon problème, par exemple, sous un autre angle, sous un angle plus large, et que finalement, tous ces avis, au fur et à mesure que ce cas est présenté et travaillé avec une méthode, par exemple, de résolution de problème, si je prends cet exemple-là, eh bien, ça va enrichir, là aussi, énormément le travail que j'aurais pu faire seul, parce qu'il est traité à plusieurs cerveaux, si j'ose dire. Mais aussi, ça va, en fait, je vais avancer à pas de géant, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, mon problème, je vais trouver des solutions, des hypothèses de solutions, qu'une fois de retour de formation, je vais pouvoir tester sur le terrain. Et donc, j'aurais beaucoup appris avec un usage opérationnel direct sur ce que je peux faire et sur ce que j'ai à faire. Donc voilà, si on prend ces 3 cartes, par exemple, que ce soit l'auto-positionnement et l'orientation qui s'ensuit, que ce soit les temps de réflexivité ou que ce soit les temps de feedback que je peux recevoir, ce sont systématiquement des temps qui sont extrêmement riches en apprentissage pour moi et pas pour le groupe dans son ensemble. Et c'est de ce point de vue qu'on peut vraiment parler de personnalisation des apprentissages. Je rebondis, Lucas, sur ce que tu dis et sur ce qu'a dit Michel. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, à Viver, en tous les cas, on finance beaucoup de formations collectives. On fait aussi beaucoup d'individualisation de parcours parce qu'il y a des parcours individualisés. Et là, la nouveauté, en fait, c'est, par exemple, on met en place les parcours de formation avec de l'accompagnement individualisé, qui sont des parcours de formation à haute valeur ajoutée, qui vont viser à ce que le stagiaire développe ses compétences et son autonomie en portant sur ses situations professionnelles propres. Et ça, c'est aussi, c'est dans le courant de ce qu'on voit aujourd'hui, ça va dans l'individualisation et la personnalisation, tant au niveau du programme que de la pédagogie, puisque dans ces séquences d'accompagnement individualisé qui sont très encadrées, l'idée, c'est d'être dans une posture de réflexivité, d'écoute, de questionnement pour que le stagiaire puisse devenir autonome sur les questions qui le préoccupent. Oui, absolument. Donc, on est bien dans le courant... D'ailleurs, de ce point de vue, si vous avez vous-même mis en place des dispositifs dans lesquels le feedback, la réflexivité ou l'auto-positionnement plus orientation, serais-je tenté de dire, sont particulièrement aboutis, ben voilà, on serait ravis de vous entendre maintenant ou de lire ce que vous avez à nous partager dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas à partager vos expériences, absolument. Alors, est-ce qu'on se lance quand même sur un petit dilemme sur le sujet ? Bah, je crois que ça mérite. C'est le moment. Absolument. On voulait savoir un petit peu, justement, pour vous avoir un peu vos retours, pour individualiser une formation, pour vous, le plus efficace, c'est d'agir sur les parcours. Donc, comme le disait Lucas, plutôt via l'auto-positionnement, l'orientation, ou d'agir sur les séquences spécifiques. Donc, plutôt en jouant sur le feedback, la réflexivité ou autres techniques qui permettent de personnaliser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça revient un peu aussi à se poser la question telle que Marc nous l'a énoncé, c'est-à-dire est-ce que c'est plus au niveau de la conception ou de l'animastion que ça se joue. Voilà, que ça se joue. Même s'il y a de la conception au niveau... Voilà, ça a l'air d'être tranché. GPDA, mais, ouais. Les avis, justement, sur cette question ont l'air d'être tranchés. Ouais. Alors, est-ce qu'on partage ? Ouais. Tout le monde a pu s'exprimer, je pense. On est à peu près. Hop, donc, on va partager les résultats du sondage. Ici, voilà. Et donc, s'apercevoir qu'on a... une tendance quand même à être sur l'ingénierie pédagogique, quand même. Ouais. Personnalisation sur les séquences spécifiques. Mais c'est pas si tranché que ça, quand même. Oui, Marc répond, en fait, c'est un peu des deux. Moi, j'aurais bien répondu les deux. C'est selon l'objectif visé. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, quel type d'objectif se prête davantage au parcours d'ensemble et quel type d'objectif se prête davantage aux séquences ? Ok. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne beaucoup de leviers, en fait, pour aller vers cette individualisation et personnalisation, en fait. Oui, c'est ça. Il y a les différents niveaux bonjour, qui permettent... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Très bien. Oui. Alors, pour préciser, effectivement, en fait, ça dépend, ça dépasse, on est bien d'accord. Les deux cas, c'est selon l'objectif visé. Le premier cas, pour moi, ce serait l'individualisation et le deuxième cas, ce serait la personnalisation. Ok, oui, absolument, c'est vrai. On peut dire ça.
Tout à fait. Et est-ce que vous avez, je sais pas, un exemple du coup de type de compétences pour lesquelles l'individualisation a un impact plus fort ou à l'inverse, où la personnalisation est vraiment essentielle et incontournable? Une bonne question, comme ça. J'ai pas d'exemple en tête. Ok. Disons que l'individualisation doit se penser de toute façon sur toute action collective. Il faut permettre effectivement dans la conception cette individualisation, puisque c'est l'objectif. On a parlé tout à l'heure de séquences où la co-construction des savoirs, la pédagogie permettait effectivement les échanges et la réflexivité. Je pense que toute action collective doit être construite de cette manière-là en termes de conception. Et après, en termes d'animation, c'est tout l'art du formateur. Et là, c'est plus la même personne. Ça peut être la même personne, mais pas pour mon cas. C'est pour ça que je distingue la conception de l'animation, même si j'ai été aussi formateur par le passé. Donc, je connais bien effectivement cette différence. Et sur l'individualisation, toute action collective doit être conçue de manière à pouvoir individualiser, de façon à répondre justement et permettre que chaque apprentissage soit adapté aux besoins de chacun. Notamment au moment du positionnement, bien entendu, les attentes et les positionnements sont très divers sur un groupe collectif et c'est rarement homogène en termes de niveau. Voilà. Ouais, absolument. Personnalisé, on va supposer que sur l'individualisation qui est faite de chacun des parcours, on puisse adapter au cas de la personne. Et c'est là toute la réflexivité. Et je pense que l'accompagnement individualisé est une réponse. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Un point qui me paraît quand même essentiel, c'est de dire que si on ne faisait si on ne travaillait à la question de la personnalisation, de l'individualisation qu'au niveau le plus macro, c'est-à-dire celui qui consiste à, par exemple, dispenser quelqu'un de 2 modules sur 6 pour des raisons légitimes de compétences et d'expérience, pour le coup, en tant que tel, ça garantit pas l'individualisation des apprentissages, ou donc la personnalisation des apprentissages. C'est-à-dire que, ok, je fais que 5 modules sur 7, j'entends bien, et ça, a priori, ça a été conçu en tenant compte de mon parcours, j'entends bien, mais si une fois que j'entre dans ces modules, la pédagogie qui m'est proposée dans ces modules ne permet aucune personnalisation des apprentissages, in fine, l'effort qui aura été fait en amont sur la conception risque de s'avérer relativement inefficace, voire même totalement inefficace. Enfin, c'est vraiment. Donc, si on devait raisonner à minima, eh bien, à minima, il faut de la personnalisation dans les modalités des séquences et dans l'animation. Ça, c'est incontournable. Et après, pour aller plus loin, pour faire mieux, c'est là qu'on va faire de l'ingénierie de formation qui individualise au maximum les apprentissages. Ok, alors on va voir déjà si l'apprenant, lui, il est d'accord avec notre analyse. Donc, je dis ça, je dis rien. Vous revoilà, vous êtes encore là. Alors, qu'est-ce que vous allez me demander aujourd'hui? L'individualisation des apprentissages dans les formations collectives? Waouh, sacrée question. C'est moi et ce que j'apprends bien quand je suis dans des groupes en formation, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Vous êtes vraiment en train là, tous là, de passer 1 heure dans un webinaire de 11h à midi à discuter de ça? Faut avoir du temps, parce que la réponse à cette question, elle est évidente. Depuis l'école maternelle, je suis dans des groupes, et c'est moi qui apprends, jusqu'à preuve du contraire. Cela dit, j'ai bien vu que ça vous préoccupait, vous les formateurs. Vous n'avez pas le droit de me mettre des notes, mais la question de mon apprentissage, vous vous en préoccupez tout le temps. D'ailleurs, en formation, mon moment préféré, c'est quand on fait ce long tour de table au démarrage pour nous demander à tous nos attentes. Et à la fin, le formateur dit « Bon, merci pour vos attentes, on va commencer. » J'ai comme un doute là. Je me demande si le programme n'était pas déjà écrit à l'avance. Et puis aussi, souvent, à la fin des demi-journées, le formateur nous demande quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise. Alors le premier jour, Michel, qui était à la gauche du formateur, le premier dans le tour de table, eh ben il savait pas quoi répondre. Il était surpris le gars. Il a dû se creuser la tête. Bon moi ça va, j'étais 6e, j'ai dit la même chose que Sylvie. Pas fou. Alors une fois on a fait mieux.
On m'a proposé un autodiagnostic en amont de la formation, de mes expériences, de mes préférences d'apprentissage et de mes compétences. Tout ça pour me concocter un programme aux petits oignons. Résultat des courses, j'ai pas eu le droit de faire le module qui m'intéressait le plus parce que soi-disant j'avais déjà trop d'expérience. En revanche, j'ai dû refaire pour la 3e fois le module réglementaire parce qu'il y avait un alinéa qui avait changé dans le texte réglementaire. Merci l'autodiagnostic, nickel. Bon, d'un autre côté, je vois bien pourquoi on fait ça. S'il n'y avait pas de personnalisation, on écouterait encore les instituteurs de la 3ème République nous réciter leurs leçons à leur manière, à leur rythme, assis tous en même temps, dans une salle de classe, de 9h à 17h. Résultat, il y a ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, les génies et les crétins. Bon, vous me direz en tant que formateur, ça aide à y voir clair. Et puis, personnaliser, ça permet de se poser de bonnes questions. Puisqu'on n'apprend pas tous et toutes de la même façon, ça vous force à varier les modalités. Souvent, pour que chacun y trouve son compte. Et vos questions de réflexion, c'est pas mal aussi. Ça nous permet de prendre du recul, de réfléchir à ce qu'on a appris ou au contraire à ce qu'on a un peu de mal à comprendre. Et aussi, quand on se retrouve en sous-groupe, à travailler ensemble sur mon sujet, c'est formidable, j'avance à pas de géant. C'est une chance. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir ce temps avec des collègues qui se penchent sur nos sujets. Du coup, quoi ? Entre s'infliger d'interminables analyses de cas individuels et à l'inverse me donner la possibilité d'apprendre à ma façon, je vois bien que c'est pas facile à trancher. C'est pas si simple. Moi je dis ça, je dis rien. Peut-être laisser ça aux spécialistes. Ah, c'est apprenant. Il en a des choses à dire. Ouais, absolument. On réserve toujours des surprises. On se lance sur notre super innovation battle. Ah absolument, il était temps. J'adore cette séquence. Alors, c'est l'heure de notre séquence qu'on retrouve donc dans chaque émission qui va nous permettre de classer les meilleures innovations pédagogiques du monde, on vous rappelle. Absolument. Alors, où on en était ? On en est là. Pour l'instant, on a un classement bien établi qui est que les défis dans la vraie vie mènent le bal. Okay. Les podcasts de controverse en 2. Sont au top. Et puis Plickers pour valider les acquis en présence complète le podium. Ouais. Vont-ils rester à leur place ? C'est ça, c'est ce qu'il faut qu'on découvre aujourd'hui. Donc on s'est inspiré là pour le coup de vos propositions qu'on a mises ici et que on va vous dévoiler progressivement. Donc première proposition, le nuage de mots. Alors le nuage de mots, on peut en faire bien des usages. Souvent on l'utilise en synthèse de brainstorming. Évidemment, pour qu'il y ait un nuage de mots, il faut qu'il y ait eu beaucoup de propositions. Donc c'est quelque chose qui se fonde sur la quantité d'idées. C'est vraiment sur le foisonnement. C'est ça le ressort du nuage de mots. Et ça permet en effet de voir ce qui a été cité le plus souvent. En général, c'est une logique de récurrence qui est mise en lumière, qui est mise en valeur. Et voilà. Et donc ça permet d'avoir sous une forme je trouve très agréable, très graphique. Oui, parce qu'on peut choisir les couleurs, la forme, exactement. Ça peut être un peu ludique. Ouais, absolument, c'est sympa. Enfin, moi j'aime bien les nuages de mots. Et ça vient donc souvent être utilisé comme une synthèse d'un brainstorming, le moment de convergence, on pourrait dire, un peu pour voir quelles sont les idées forces. C'est ça. Ou d'entamer un débat peut-être. Ou d'entamer un débat, ça peut être ça permet aussi, de voir un petit peu les représentations de chacun et de lancer un débat. C'est une très bonne synthèse de représentation spontanée à partir de laquelle on peut rebondir ensuite pour échanger. Donc le nuage de mots, il y a plein d'outils pour le faire. Gratuit. Il suffit de taper nuage de mots dans Google pour en trouver autant qu'on veut. Donc c'est une bonne innovation. Après, elle reste relativement modeste dans son usage. C'est pas non plus l'innovation de l'année. Non, c'est pas non plus l'innovation du siècle. C'est graphique, mais c'est souvent aussi un peu confus. Ouais.
Je sais pas, où est-ce que tu Moi, tu le tout en bas, moi. Tu le mettrais tout en Bah, bas? parce que je me dis que ça a quand même pas la même valeur. Framapad a quand même une valeur un peu plus Oui, pédagogique pour la collaboration. Voilà, On peut ouais. l'utiliser en une présentiel, à dimension plus distance. collaborative. Ouais, ouais, Bon, bah ok. Donc le Non, nuage ok. de mots, on le met là, en dernier. hein, pour l'instant, en dernier. Il déloge personne. L'ancrage mémoriel, avec une proposition qui s'appelle Encore. C'est une solution qui existe, qui est intéressante. Donc j'en donne le principe Oui. rapidement. Encore, en fait, c'est un dispositif qui, dans un parcours de formation, vous permet, après chaque module, ça c'est plutôt utilisé dans des formations un peu plus longues, après chaque module, ça vous envoie un mail automatique, et dans ce mail, vous allez avoir un petit contenu supplémentaire. Ça peut être un petit sondage, ça peut être une petite vidéo, ça peut être un petit podcast, ça peut être une petite infographie sur quelque chose de synthétique. Et puis, on va vous présenter aussi un petit quiz sur les contenus du module que vous avez suivi une semaine ou deux avant. C'est à peu près ça le timing. Un quiz très rapide qui se fait en 3 questions et avec, pour le coup, sous forme de QCM avec des bonnes et des mauvaises réponses. C'est plutôt ce type de quiz-là. Et ça permet de voir un peu comment vous avez progressé. Et comme il vous est renvoyé à chaque fois ce quiz après chaque module, si vous vous êtes trompé à une question, cette question vous sera reposée la fois d'après pour s'assurer que justement l'ancrage mémoriel est bien en place et que ça permet de progresser au fil de l'eau. Voilà. Moi, j'aime bien parce que ça ancre quand même dans le temps Oui, les notions qu'on a vues. Ouais. On n'oublie pas, c'est pas le one shot de la formation. oui, On vient, on a oublié, donc quand même dans le temps, je trouve ça intéressant ouais. d'ancrer. Moi, en tous les cas, pour mon cerveau, je trouve que c'est pas mal. Voilà, qu'on répète plusieurs fois. Et puis, du coup, voilà, ça permet de saupoudrer quand même aussi des savoirs, de revenir sur des Ouais, notions. absolument. En tout cas, c'est complètement validé par des approches neurosciences. Neurosciences, Quoi. ouais, Voilà, c'est ça, l'ancrage mémoriel, c'est vraiment fondé là-dessus. Donc, c'est vrai que ça a un certain nombre d'avantages. Il y a aussi ce petit côté petit rendez-vous sympathique Ouais, avec qui soi-même, revient, voilà, qui revient régulièrement. Il faut que l'emballage soit beau. C'est ça. Ça compte. Donc que le mail soit esthétique. Oui, parce qu'on peut aussi gamifier un petit peu cet ancrage. Je pense qu'on envoie. Ouais, on peut gagner des badges. Enfin, après, assez ça. vite, on peut, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une innovation qui est assez originale, qui est intéressante, qui est bien scientifiquement établie, on pourrait dire. Tu as peut-être le mérite, du coup, d'être pas loin de notre podium, peut-être. Ouais, je pense qu'elle monte sur le podium. Est-ce que tu la verrais déloger carrément les défis dans la vraie vie? Moi, je pense pas. Non. Non. Moi, je délogerais Plickers. Ok. Allez. Je garderai comme le podcast. Je valide. Ouais. On la met là. Allez, Ok. podium qui change. Le podium qui change. Et puis, donc, troisième innovation, patam, c'est la lettre à soi-même. Donc, la lettre à soi-même, ça aussi, c'est un truc, moi, que j'aime bien. Je peux le dire tout de suite. C'est le principe selon lequel, à la fin d'une formation, au cours de laquelle on a vu plein de choses, notamment, par exemple, une formation comportementale ou une formation managériale ou ce type de formation-là. On a vu beaucoup de choses et puis on se dit, mais oui, mais moi, qu'est-ce que je vais mettre en place en rentrant? C'est pas si simple. Le transfert vers la situation réelle de travail, etc. Et donc, je me fais une lettre à moi-même. J'écris les 3 engagements que je prends vis-à-vis de moi-même. Je remets ça au formateur et au moment où je la remets au formateur, donc l'enveloppe est scellée. Elle sera jamais ouverte par le formateur. Simplement, je mets une date au dos à laquelle le formateur me la renvoie. Et donc, 3 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après, je reçois ma propre lettre en me disant, en quittant la formation, je m'étais engagé à mettre ça, ça et ça en place. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que pas du tout? Et ça permet ce petit moment de réflexivité qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est facile à mettre en place. C'est quasiment gratuit. C'est le petit bonus après quelques semaines ou quelques mois de formation. Ouais, c'est astucieux. Il y a un côté astucieux. Ouais. Pas mal. Ouais. Alors, du coup, compliqué à... Alors, je la mettrai quand même peut-être pas sur le podium. Je pense que elle n'est pas assez forte, mais peut-être qu'elle irait... avant le Framapad. Avant Framapad, allez. Ouais. Allez, c'est une bonne innovation. Une bonne place. Merci pour cette proposition. Ouais, très sympa. Très sympa. Bon, écoute, nouveau podium intéressant. Voilà, nouveau podium, donc vous l'avez sous les yeux, mais donc sur le podium, on a maintenant les défis dans la vraie vie, les podcasts de controverse et l'ancrage mémoriel. Et donc le nuage de mots
fait son entrée fracassante en dernière place. Et, Combien dernier et la lettre à soi-même vient compléter cette liste qui devient de plus en plus intéressante. Donc vraiment, n'hésitez pas, envoyez-nous plein de propositions, on sera tellement content de les lire et de les classer ensuite. Ouais, exactement. Mais là, vous pouvez aussi nous dire dans le chat si vous êtes d'accord ou pas. Ouais. On changera pas le classement, mais on sera ce que vous en content. pensez. On sera content de vous savoir. entendre. Ouais, absolument. Alors, pour le grand quiz, hop, ici, je vais de nouveau... On va vous permettre de vous affronter, je ne sais pas si, pour ceux qui nous suivent depuis le début, de vous affronter sur une série de questions qui sont très compliquées cette fois-ci. Non, elles sont toujours très compliquées. Ouais, et donc, attention, il faut répondre correctement et rapidement, parce qu'il y a les deux enjeux. Et ça nous permettra toujours d'établir le classement des adhérents sur ce retour au grand quiz. Absolument. Donc, on va vous demander de sortir vos téléphones portables et de soit scanner le code barre qui est ici, soit saisir le code PIN du jeu dans l'application Kahoot ou directement depuis votre téléphone grâce au flashcode. J'ai dit code barre, mais n'importe quoi. C'est un flashcode. On voit Sève apparaître. Oui. Qui va être le maître ou la maîtresse de jeu pour cette session. Ouais. Donc voilà, j'attends de vous voir tous un peu apparaître. On a Michel, on a Sabrina, Aurélie, Anne-Laure, Sève, Caro V, Christophe R, Léa, Marie F. Donc on en est à 9 participants et vous êtes encore assez nombreux à ne pas nous avoir rejoints. On vous attend. Sophie, Julien. Sophie, Julien, absolument. Est-ce que certains d'entre vous ont des difficultés? Dites-nous dans le chat. Bertrand, Evelyne, merci de nous rejoindre. On est à combien là? 13. 13. On se laisse encore quelques minutes? Ouais, absolument. Il y a quelqu'un qui nous a écrit un message. Ah, difficile de flash-coder. C'est que c'est pas assez gros ou... Je sais pas. Et avec le code, est-ce que c'est pratique sur le PC? Céline nous a rejoint. C'est Marc, je pense qu'il y a du mal. Sylvie. Bravo. Ok. On n'a pas moyen d'agrandir Le flashcode, non? Je ne ouais. peux pas. Attends. Sinon, peut-être en... Marc, on essaye de voir si on peut faire quelque chose de plus facile. Voilà. Là, je l'ai agrandi, mais du coup, il est coupé. Il est dézoomé. Voilà, là. Est-ce que c'est mieux? Plus simple de le rechercher dans un moteur de recherche et après de mettre le code. Ok. Merci Evelyne. 15 personnes. On va peut-être y aller. Bon, vous avez le temps de vous chauffer les doigts. Le temps oui, absolument. Tout le monde se lance. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on y va? Ouais. Le code. Je pense qu'il nous manque quelques personnes. Ok, moi j'attends encore une minute. Hein. On attend une minute, ouais. Ouais, absolument. Je ne sais pas si Marc est arrivé à... Ah, voilà, le voilà. Ok. Je ne sais pas... Bon, 30 secondes et puis on y va. Allez, 30 secondes et on y va. Ça y est. Allez, on y va? On y va? On y va.
On démarre. Clac. Allez, première question. Première question. Donc, le grand quiz. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, comment nomme-t-on un parcours de formation composé de différents modules complémentaires? Est-ce qu'il s'agit d'un parcours modulable, d'un parcours modulaire, d'un parcours multimodal ou d'un parcours modular ou du cochon? Je vous laisse juger. On a déjà 9 réponses, 10 réponses, 11 réponses, 12 réponses. Parfait. Et donc, la bonne réponse, merci pour vos réponses, mais la bonne réponse est un parcours modulaire. C'est le terme qu'on emploie pour ça. Donc, bravo aux 9 qui ont eu la bonne réponse. Et on continue. C'est vrai que, juste Lucas, quand même, le parcours multimodal, il y en a quand même 4 qui ont répondu. Oui. On entend de temps en temps. Oui. On a entendu avant. Mais multimodal, ça veut plutôt dire avec plusieurs modalités que forcément construire en parcours. C'est vrai. En module, quoi. Hein, c'est ça La différence. le sujet. Et modulable, ce serait un parcours dans lequel on peut s'arranger avec les temps, les modalités, les rythmes, les lieux, etc. Mais qui ne nécessite pas forcément une construction par module. Hein, donc vraiment, le terme consacré, c'est le parcours modulaire. Bravo à tous. Donc, voilà, on a un certain nombre de scores qui s'affichent. C'est Sylvie qui est en tête, suivie de près par Julien. On poursuit avec la deuxième question. Parmi ces propositions, laquelle ne permet pas de personnaliser les apprentissages? Est-ce qu'il s'agit de la réflexivité? Est-ce qu'il s'agit du feedback? Est-ce qu'il s'agit du métaplan? Ou est-ce qu'il s'agit des études de cas réels? On a déjà 9 réponses. 14 réponses, 15 réponses, 16 réponses. Donc, on y est. Donc, 15 bonnes réponses. Parfait. Et puis, 2 clics égarés, je serais tenté de dire. Un sur le feedback et l'autre sur les études de cas réels qui permettent, bien sûr, de personnaliser et d'individualiser les apprentissages au mieux. Donc, voilà. Hein, la bonne réponse ici était le métaplan qui en fait est une méthode d'animation on pourrait dire de divergence, de créativité, voilà, mais qui permet pas particulièrement d'individualiser ni de personnaliser. Donc c'est Julien qui prend la tête devant Michel. Hein, donc c'est extrêmement serré, vraiment le suspense est haletant. À son comble. Troisième question. Lorsqu'on conçoit une formation, la personnalisation doit-elle être une fin en soi? Alors parfois, lorsque c'est une demande explicite des apprenants, non, c'est le groupe qui doit primer. Seulement dans quelques situations où le contenu s'y prête le mieux, ou bien toujours, même si ce n'est pas la seule. À vos réponses. Et donc là, à force de mettre beaucoup de nuances dans chacune des réponses, forcément, ça prête à interprétation. Mais voilà. Encore un beau... Exactement, un beau tir groupé sur la bonne réponse. Qui est toujours, même si ça n'est pas la seule, hein, évidemment, essayer de faire en sorte que les apprenants apprennent chacun le mieux, ça doit toujours être une fin en soi, même s'il y a d'autres choses à mettre en lumière, évidemment. On avait parlé la dernière fois du rythme, par exemple, qui est aussi une fin en soi, et qui permet la personnalisation des apprentissages, donc tout ça est bien imbriqué. Mais voilà, et puis on a 3 personnes qui nous ont dit seulement dans les situations où ça s'y prête le mieux, ce qui est assez logique aussi. Et c'est le groupe qui doit primer. Bon, là, c'est pas le bon module de formation aujourd'hui. C'est pas complètement faux, mais. Donc, c'est Christophe, R, qui prend la tête devant Anne-Laure et Sophie. Donc, on a vraiment un podium magnifique. Mais ça bouge, hein, ça bouge. Ça bouge à chaque question. Effectivement. Question 4. Pour optimiser la personnalisation de la formation, quel est le niveau d'action le plus efficace? Alors, on en a déjà parlé. Est-ce que c'est celui de l'ingénierie de formation? Est-ce que c'est celui de l'ingénierie pédagogique? Est-ce que ce sont les deux, mon capitaine? Ou bien aucun? L'essentiel est d'organiser un temps de questions-réponses qui permet du coup de répondre à chaque apprenant au moment où les questions se posent. Alors là, les deux, mon capitaine, c'est un raz-de-marée. Et l'ingénierie pédagogique, mais ce qui est assez conforme aussi à ce qu'on a dit, puisqu'on a dit que c'était le minimum.
Voilà. Mais donc, le minimum, ça pouvait être voilà. minimum. Exactement. Voilà. Donc la bonne réponse était bien sûr les 2, mon capitaine. Bravo à tous ceux qui l'ont donné. Et donc, on a Anne-Laure qui reprend la tête. Je crois qu'elle a été en tête déjà. Christophe qui est 2e. Sophie qui remonte sur le podium. Donc vraiment un combat à couteau tiré, comme dirait notre ami. Et Marc et Julien à la traîne. Marc et Julien à la traîne. Et Marc et Julien, enfin pas vraiment à la traîne, quoi. Ils sont quand même là. Ont-ils remonté sur la Et il y a 3 joueurs qui ont donné 3 bonnes réponses depuis le début. Mais on ne sait pas qui c'est. Qui a écrit, soyons sérieux, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. C'est une citation que j'aime beaucoup. Est-ce que cette citation est de Philippe Carré? Est-ce qu'elle est de Jean-Jacques Cercle? Est-ce qu'elle est de Fabienne Triangle? Ou bien de Françoise Oval? Donc vous avez le temps de chercher sur Google. Normalement, je pense. Mais bon. Donc c'est bien Philippe Carré, professeur émérite à Nanterre, absolument, et qui a longtemps dirigé le master en formation pour adultes, le fameux IPFA. Et donc en effet, c'est bien lui qui a écrit ça. Certains connaissent Françoise Oval quand même. Oui, peut-être que certains connaissent Françoise Oval. Donc voilà, là-dessus, super. Philippe Carré, dans un livre par ailleurs qui est très intéressant, que je recommande à tous, qui s'appelle L'apprenance, et au cours duquel, en gros, le concept principal consiste à dire que plus on est, enfin c'est comme ça qu'il le dit lui en tout cas, plus on est enseigné et moins on apprend. Et que finalement, toutes les ressources d'apprentissage proviennent de l'apprenant et que nous, formateurs, concepteurs, on ne peut que faire de l'ingénierie de contexte, finalement réunir des conditions pour que l'apprentissage se fasse par l'apprenant. D'où sa conclusion, qui est de dire on apprend toujours seul, finalement, mais jamais sans les autres, et notamment jamais sans ceux qui ont conçu la formation pour nous, ou qui animent la formation pour nous, etc. etc. Ok. Et ce qui va bien dans le sens de notre émission de la journée. Absolument. Ça conclut parfaitement. Alors, on sur le podium, on a Julien en 3, Sophie en 2, médaille d'argent, et tadam, Christophe. Bravo. Comme quoi, ça change à toute question. Exactement. Et parmi les finalistes qui sont apparus subrepticement et qui ont disparu aussi sec, Michel et Marc. Ouais, absolument. Bravo à vous. Bravo Christophe pour ta rapidité. Ouais, bravo à tous. Ouais. Et voilà, il nous tarde de faire la prochaine partie de quiz au moment du prochain live. Ok. Sur ce grand quiz s'achève notre émission de Formidable. On est ravis d'avoir pu échanger et puis aborder cette question de l'individualisation et de la personnalisation, comme on le disait au départ, qui est vraiment un gage de réussite pour les stagiaires. Oui, absolument. Et d'avoir mis un peu le zoom sur ces notions. Je tenais à remercier Lucas. Avec plaisir, merci Anne. Et puis Raoul à la technique. Merci pour les nouveaux jingles aussi, bien dynamiques. Et on a le plaisir de vous retrouver donc dans 6 semaines. J'ai pas la date exacte, mais c'est au mois de mars. C'est le 14 mars. 14 mars, merci de la précision. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée et puis un bon travail de personnalisation et d'individualisation à vos formations. Ouais, bonne journée et excellente personnalisation à tous. À bientôt, au revoir.